Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour Laurence. Porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie avec des paroles d'apaisement, mais de fermeté. L'apaisement ne veut pas dire retour en arrière, a-t-il dit. Cela veut dire on ne cède pas face à la violence des indépendantistes ? Déjà, le premier enjeu, c'est effectivement de rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron, est en Nouvelle-Calédonie en tant que garant des institutions. Et je pense que vous avez là la réponse à votre question. Le premier enjeu qu'il a eu déjà, c'est de se recueillir parce qu'à l'issue de cette semaine de violence inouïe, il y a eu 6 morts, dont 2 gendarmes, pour lesquels nous devons avoir un message particulier à l'endroit de leurs familles et de leurs proches. Mais le message, et un message de fermeté, donc. Un message de fermeté, mais aussi d'écoute. Parce que l'enjeu d'être sur place directement, c'est pouvoir aussi avoir cette capacité de renouer avec le dialogue, de pouvoir écouter toutes les forces en présence, coutumières, institutionnelles, politiques, mais également économiques. Parce qu'au-delà du dialogue qu'il va falloir mettre en place pour avoir un accord global, il faut aussi préparer à la reconstruction. Quel accord global ? Puisque vous me dites que la réforme va être maintenue en l'état du corps électoral, quel accord ? Ce que je vous dis sur la réforme, c'est que c'est pas simplement moi qui le dis, c'est les habitants de la Nouvelle-Calédonie qui l'ont dit. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, à l'endroit d'un référendum d'où nous devons respecter les conclusions en tant que démocratie habituée à respecter ce que les urnes disent. Ensuite, qu'est-ce que va être cet accord global ? Permettez-moi de le dire, et on voit les images ici. Attendons d'avoir les conclusions de l'ensemble des échanges que le président de la République aura sur place, qu'il a en ce moment. Il pourra effectivement faire ses annonces et prendre la parole d'ici quelques heures maintenant, avec le décalage horaire. Bien sûr. Emmanuel Macron a aussi parlé d'un mouvement d'insurrection inédit que personne n'avait vu venir. Prisca Thévenot, sérieusement, tout le monde savait extrêmement bien ce qui allait se passer à partir du moment où cette réforme était votée. Vous le saviez parfaitement. Est-ce qu'il y avait des tensions ? Est-ce qu'il y a un contexte compliqué, tendu ? Oui, mais la violence que nous avons vue... Donc tout le monde l'avait vu venir. Pardon, la violence que nous avons... Personne ne pouvait imaginer une telle violence. C'est la raison pour laquelle nous avons tout de suite déployé des renforts inédits sur place. Plusieurs cellules interministérielles de crise ont été réunies et présidées par le Premier ministre lui-même. J'ai assisté et donc je peux aussi témoigner de ce qui a été mis en place, aussi bien des renforts en hommes et en femmes, bien évidemment, de sécurité. 3000 forces de l'ordre sont déjà sur place. C'est 2 fois plus que ce qui est normalement prévu sur place en Nouvelle-Calédonie. Il y en aura d'autres, des renforts, Prisca Thévenot ? 3000 déjà. On était à 1700. On était à 1700. Sur place. 1000 sont venus compléter dès dimanche dernier et le reste arrive dans les heures prochaines. Il est important de rappeler cela aussi. Ces forces de sécurité vont rester aussi longtemps que nécessaire, jusqu'au JO, comme si nécessaire, comme l'a répété et l'a rappelé le président de la République. Et le président sera aussi sur place avec le carnet de chèques, bien sûr. Les violences ont eu des conséquences considérables sur l'économie locale. On parle d'1 milliard d'euros de dégâts. C'est l'État qui va réqueler la facture, c'est-à-dire nous ? L'État français. C'est pas tant d'y aller avec le carnet de chèques, c'est aussi de comprendre ce qui se passe. Nous avons des familles, des travailleurs qui ont tout perdu. Et qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras croisés, on les regarde. Il faut pouvoir être là aussi en solidarité nationale. Ça ne veut pas dire que nous allons dédouaner, décharger les responsables de ces actes. Et c'est la raison pour laquelle le procureur général est sur place, mobilisé, avec des directives très précises qui ont été données pour aller très vite sur la capacité d'interpeller celles et ceux qui sont coupables de cela. Plus de 300 gardes à vue ont été déjà mis en place et les déferrements ont commencé. Et il n'empêche que ces dégâts sont là et il va bien falloir réparer. Cela rend encore une fois la cause des indépendantistes encore plus liée à la République française, finalement ? C'est ça le paradoxe ? Le paradoxe, il n'y a pas de paradoxe. Il y a une réalité à rappeler, celle de l'état de droit. Et celle que la démocratie s'est exprimée par 3 fois. Encore une fois, le dialogue ne veut pas dire renoncement. Et c'est bien ce que le président de la République a rappelé d'ailleurs. 2 questions encore. Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, dit « J'espère que les annonces du président seront à la hauteur de la situation ». Il lui donne des leçons ? Non. Il rappelle simplement que nous devons être à la hauteur collectivement. Et Édouard Philippe a tout à fait raison de le dire, à l'endroit du fait qu'il fait partie de la présidence d'Emmanuel Macron. Ça a été un homme fort de la présidence d'Emmanuel Macron. Ça a été un des premiers ministres qui a suivi de près le dossier de la Nouvelle-Calédonie en sa qualité de Premier ministre. Et évidemment, nous serons à la hauteur des attentes. Il doit aussi, Emmanuel Macron, se prononcer donc sur le Congrès. Est-ce qu'il faut que le Congrès se réunisse ? Est-ce que ça pourrait être ça, en fait, cette annonce qui permettrait à la fois d'apaiser un peu les tensions, le report du Congrès ? Allez, on se donne un peu de temps avant de voter cette réforme.
Je pense que sur cette conclusion que vous soulignez éventuelle, le président de la République aura l'occasion de se prononcer dessus et c'est un peu compliqué d'essayer de raconter l'histoire tant qu'on n'a pas lu le livre. Il est en ce moment en train d'échanger, en train de dialoguer et surtout j'insiste, en train d'écouter les uns et les autres. Il se prononcera vraiment d'ici quelques heures sur ce sujet. Il était encore au mois de juillet dernier sur place, donc il sait très bien ce qu'ils ont à dire. Écoutez, c'est aussi respecter. Et respecter, c'est respecter, j'insiste sur ça, l'état de droit et la démocratie. Par 3 fois, il y a eu un référendum. Par 3 fois, la Nouvelle-Calédonie a exprimé son souhait de rester en France, de rester dans la République. Marine Le Pen, Prisca Thévenot, a estimé que c'était prendre un risque extrêmement important de faire émerger des violences très lourdes, très graves, en appelant et en faisant voter le dégel du corps électoral. Ses députées elles-mêmes l'ont voté, mais elle dit que ce n'était pas le bon moment. Elle a prévenu Gérald Darmanin, dit-elle. Elle l'a dit hier matin sur nos antennes, en lui disant que c'était prendre un gros risque. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Marine Le Pen veut être la responsable, la présidente politique d'une famille qui se veut être patriote. Moi, ce que j'entends en permanence, c'est que c'est la grande chef de la capitulation. Elle passe son temps à capituler. Je le redis encore une fois. Sur quoi ? Là, elle nous dit qu'en fait, il faut pas le dégel, il faut le dégel, il faut que ce soit maintenant, il faut que ce soit dans 40 ans, un moment, un responsable politique, il n'y a pas que politique dans le terme, il y a aussi responsable. Et il serait bien qu'aujourd'hui, son avis ne change pas au gré de l'opinion qu'elle peut entendre des uns et des autres, et en l'occurrence, en regardant les actes de violence qui sont faits. Je le répète encore une fois, Marine Le Pen n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française, et c'est fort heureux, notamment à l'endroit du dossier de la Nouvelle-Calédonie. On va parler de sécurité, Prisca Thévenot. Hier, un hommage a été rendu aux 2 agents pénitentiaires tués dans l'Eure la semaine dernière. On n'a toujours pas retrouvé le fugitif Mohamed Amra et ses complices. Vous nous assurez qu'ils seront rattrapés ? La République gagne toujours et les forces de l'ordre gagnent toujours. Et je tiens à le rappeler, ça a été rappelé d'ailleurs par le Premier ministre lui-même à différentes occasions, mais également le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Ils sont traqués, ils seront retrouvés et ils seront punis à la hauteur des crimes qu'ils ont commis. Les forces sont mobilisées partout sur le terrain, ils ont été renforcés et les autorités françaises ont demandé aussi une note rouge à Interpol pour pouvoir aussi mettre un mandat d'arrêt à l'international. Ils seront retrouvés. Est-ce que vous estimez encore, au vu du niveau de violence qui est présent partout sur le territoire français, que la France est un pays sûr ? Est-ce que nous avons des difficultés ? Est-ce que nous avons des difficultés avec une insécurité qui est extrêmement importante, qui est présente et qui est de plus en plus jeune ? Oui. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une violence d'atmosphère, avec le principe de radicalité à toute épreuve et de combat à la place de débat ? Oui, et d'ailleurs, ça a été rappelé sur votre antenne par Paul Sugy, qui en faisait une chronique dessus, et il avait tout à fait raison. Nous devons aujourd'hui regarder cette réalité, ne pas la nier pour pouvoir effectivement y travailler. C'est ce que nous faisons à l'endroit également des renforts que nous avons mis sur les enjeux de la justice et sur les enjeux de la sécurité. À la fin de cette présidence d'Emmanuel Macron, les budgets de la sécurité et de la justice vont augmenter de 50 à 60%. Ce sont des moyens matériels, financiers et humains que nous devons avoir, mais c'est aussi une responsabilité collective que nous devons porter. Responsabilité collective, et je le dis notamment à l'endroit de la classe politique. La radicalité, ce n'est pas faire de la politique de réponse, ce n'est pas permettre de répondre à ces enjeux. Et nous avons une partie de la classe politique qui a théorisé la violence en politique. Quel parti politique ? De qui parle-t-il ? La France Insoumise, par exemple. La France Insoumise. Et Gabriel Attal doit faire demain un déplacement sur la justice des mineurs et sur cette violence des mineurs qui nous saute aux yeux chaque jour. Il est temps d'agir, encore une fois. Quelle nouvelle solution allez-vous proposer ? Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, avait déjà mis ce sujet dans sa feuille de route en tant que Premier ministre, mais aussi en tant que ministre de l'Éducation nationale. Souvenez-vous des mesures de fermeté qu'il avait mis en place. Et puis, ça a été aussi l'occasion de le rappeler dans son discours de politique générale en janvier, lorsqu'il est arrivé à Matignon et qu'il a présenté devant la représentation nationale. Les discours, c'est bien, les actes, c'est mieux. Eh bien, justement, nous devons continuer sur les actes. Il a donné un point de rendez-vous le 18 avril, à demain. Nous y sommes. Demain, il pourra se prononcer sur 2 grands actes. Déjà, le sujet de la parentalité, parce que c'est vrai que s'il y a des parents qui sont dépassés, il y a aussi des parents défaillants, et il faut le dire. Donc, nous devons travailler sur cet axe-là. Et l'autre enjeu, c'est de renforcer les sanctions à l'endroit des délinquants mineurs, avec des axes qu'il a déjà évoqués sur l'excuse de minorité, mais également les enjeux de comparution immédiate, mais aussi les pensionnats.
À ce sujet-là, les Français veulent plus de fermeté. Un sondage CSA CNews pour Europe 1 et le JDD montre que 76% d'entre eux sont favorables à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. C'est une piste sur laquelle vous travaillez ? On doit pouvoir tout regarder. Et je vous le redis encore, certaines pistes ont déjà été mises sur la table, sur l'excuse de minorité justement, mais également la comparution immédiate pour les mineurs. D'accord. Les contours de la réforme de l'assurance chômage se précisent. La ministre du Travail a dévoilé les pistes qui tiennent la corde alors que la réforme sera présentée la semaine prochaine à l'Assemblée. Il va devoir travailler 8 mois au cours des 20 derniers mois, au lieu de 6 mois durant les 24 mois actuellement. Est-ce que vous faites les poches des chômeurs, Prisca Thévenot ? Est-ce qu'on favorise l'activité ? Oui. Et nous devons pouvoir continuer à faire en sorte que tout le monde puisse, quand cela est possible, retrouver le chemin du travail. Il en va de l'émancipation financière, mais il en va aussi d'une solidarité nationale. Nous avons aujourd'hui de nombreux Françaises et de Français qu'il faut entendre. Et ils nous disent qu'ils ont l'impression de se lever tôt pour travailler dur, pour participer à financer des personnes qui sont dans l'inactivité. Et les chômeurs sont des feignants ? C'est pas ce que je suis en train de dire. Et je ne vous dirai jamais cela. Je sais pas si ça a été votre cas, mais moi, j'ai déjà eu, malheureusement, des accidents dans la vie et de me retrouver au chômage. Le premier sujet que je me pose, c'est pas combien de temps je vais pouvoir y rester, mais c'est comment vite je dois retrouver du travail. Et c'est ça que nous devons avoir en chemin et en ligne de crête. Et c'est ce que nous faisons depuis 2017. Au-delà des mots, vous le dites de façon très juste sur le sujet précédent, nous avons des actes et nous avons un bilan. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017 avec Emmanuel Macron et qu'il avait promis de mettre fin au chômage de masse, tout le monde nous a rayonné en disant que ça serait impossible. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, le chômage de masse a disparu. Nous avons créé 2,5 millions d'emplois. Nous avons permis de réindustrialiser la France pour avoir aussi cette capacité productive extrêmement importante qui fait notre fierté nationale. Et nous avons aussi permis à des chômeurs de longue durée de se réinsérer professionnellement. Eh bien, nous allons continuer et nous devons continuer à le faire. Encore un mot sur cette réforme. Le gouvernement souhaiterait créer un bonus à la reprise d'emploi pour les seniors de 57 ans et dans le même temps plafonner les indemnisations des chômeurs proches de la retraite. Où est la cohérence ? Sur l'ensemble de ces sujets, le Premier ministre aura l'occasion d'y revenir, parce que je vous le dis aussi, pendant que nous sommes en train de parler, et sur les sujets que vous avez évoqués en piste effectivement possibles, la ministre du Travail est en ce moment en train de consulter les partenaires sociaux. Le premier enjeu, c'est d'avoir cette présentation et cette discussion avec les partenaires sociaux, et ensuite, bien évidemment, de venir vers vous pour vous les présenter. Le Premier ministre se prononcera normalement d'ici dimanche. Prisca Thévenot sur CNews et sur Europe 1, les européennes, ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Votre liste est toujours en difficulté dans les intentions de vote, dans les sondages. Jordan Bardella est à plus de 30%. Vous pensez sincèrement qu'il est encore possible d'inverser la tendance, qui est une dynamique à la baisse, pour Valérie Ayé ? Je pense sincèrement que la conclusion, elle sera le 9 juin dans les urnes. Et les bulletins qui seront dans les urnes le 9 juin devront permettre de faire élire des eurodéputés qui aiment la France, qui veulent défendre la France avec fierté, sans nier les difficultés auxquelles nous devons faire face. La France et l'Europe. Et aujourd'hui, la France et l'Europe, mais porter la France en Europe. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Et moi, quand vous me dites qu'effectivement nous avons la liste de Jordan Bardella qui caracole en tête, c'est une réalité dans les sondages, je n'ai pas entendu une seule fois Jordan Bardella, ou d'ailleurs ses colistiers, ou d'ailleurs Marine Le Pen, avoir un mot positif à l'endroit de la France. Pas une seule fois, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois. Que peut-on attendre d'un homme qui est incapable de dire son amour de la France et de défendre la France ? Quand il dit qu'il va pouvoir effectivement lutter contre l'immigration illégale, contrôler les frontières, il vote contre au Parlement européen. Quand il nous dit qu'il va défendre l'intérêt économique de la France, il vote contre les ingérences, les géants du numérique chinois et américains. Et pareil sur les ingérences, il nous dit qu'il veut défendre la voix des Français, il vote contre des textes qui veulent lutter contre les ingérences étrangères. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, nous avons le rassemblement à 29-30% des voix. Le Rassemblement national, ils se disent patriotes, mais ils sont patriotes de quel pays ? Lequel, à votre avis ? Pas le nôtre. Pourtant, c'est l'homme qui vous fait peur, Gabriel Attal, de débat avec lui ce soir. Pourquoi ? Pour tenter, encore une fois, d'inverser la machine ? Je crois que la peur n'est pas dans notre camp, mais vraiment. Vraiment. Vous pensez qu'elle est dans le camp du Rassemblement national ? Écoutez, on va être très simple. Je crois qu'il ne faut pas refaire l'histoire. Il ne faut pas refaire l'histoire. Emmanuel Macron, Gabriel Attal est Premier ministre, et en sa qualité de Premier ministre, il avait proposé à la présidente du premier groupe d'opposition de débattre avec lui dans le respect des institutions qui sont les nôtres. Et il lui a proposé formellement, Prisca Thévenot ? Ça a été dit plusieurs fois. J'ai pas vu passer l'invitation. Il n'y a pas besoin d'une invitation, il l'a dit d'ailleurs, micro ouvert. Et qu'est-ce que fait Marine Le Pen ? Elle se carapate. Oui, Jordan Bardella va au secours de Marine Le Pen, qui, comme d'habitude, quand il y a des responsabilités à prendre,
elle se débine. Marine Le Pen, qui était notre invitée hier matin, à votre place, demande aux Français qu'ils infligent la pire défaite possible au président de la République et elle compte bien, une fois les élections européennes passées, demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Que lui répondez-vous ce matin ? Qu'il faut peut-être reprendre ses cours d'éducation civique. Peut-être. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a été élu au suffrage universel direct, démocratiquement, et il est président de la République jusqu'en 2027. Donc pas de elle veut la dissolution. défaite, elle se sert de ce bulletin extrêmement important, de ce moment du 9 juin extrêmement important pour la France, pour avoir une revanche personnelle. Moi, je lui dis que plutôt que d'avoir une revanche personnelle et d'essayer de s'en sortir d'un point de vue de l'ego, qu'elle devrait porter la voix de la France et avoir une victoire pour la France européenne. Il n'y aura pas de dissolution comme elle le veut du président de la République. Il ne démissionnera pas. Il est élu démocratiquement et en tant que représentante française, elle devrait le savoir et respecter l'état de droit dans lequel nous sommes. C'est une élection européenne, le dites-vous, ce n'est pas une élection nationale. Rien ne changera au plan national, quel que soit le résultat du scrutin du 9 juin. Mais il y aura des changements au niveau national, mais pour les Français, pour le quotidien des Français. Marine Le Pen, je l'ai entendu hier, elle a beaucoup parlé d'elle. Moi je. Ce qui joue le 9 juin, c'est pas elle, ni Jordan Bardella. C'est le quotidien des Français sur le sujet des ingérences, sur le sujet de la réindustrialisation pour justement l'emploi, pour le sujet aussi de notre capacité à défendre l'exception française à l'endroit des agriculteurs, à l'endroit de notre souveraineté alimentaire. Il ne s'agit pas de Marine Le Pen et de son usine familiale, mais franchement, à un moment, il va falloir qu'elle se mette face à ses responsabilités, qu'elle se remette de sa défaite de 2022 et de 2017. En 2027, on aura le temps de venir à nouveau débattre. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci Laurence Ferrari, merci Prisca Thévenot. Vos signatures Europe 1 du jeudi dans un instant avec Gaspard Proust.